qui ont laissé une trace dans l'orthodoxie. Il y en a eu pas mal. Chrétienne, qui a été l'un des grands missionnaires du pérographe au moment où il s'agissait d'établir des paroisses en province. Il a notamment créé la paroisse de Nice, la première paroisse de Nice. Il est également allé faire de l'évangélisation à Montpellier. L'huillier, qui a été un des brillants étudiants de l'Institut, qui a malheureusement quitté l'Église en 1953 lorsque le pérographe a jugé nécessaire de se séparer du patriarcat de Moscou. Donc l'huillier a accompagné Noski et l'huillier est ensuite devenu évêque, puis archevêque de New York, et il a enfin trouvé un terrain plus approprié à ce qu'il souhaitait. Nous avons Maurice Rouche, que nous avons connu, de Montpellier, qui est un des premiers, qui a été un traducteur brillant. Michel Zimine, qui a été longtemps chef de chœur à la paroisse francophone du patriarcat de Moscou, avant de s'installer dans le sud-ouest de la France. Bref, et qui a été également chargé de cours ensuite, pendant quelque temps à l'Institut. Bon, je crois que ça s'arrête là. Ah, voilà l'huillier, connu sous le nom de Monseigneur Pierre. Et j'ai débordé de quelques minutes, donc je n'insisterai pas pour sur les administrateurs de l'Institut. Les premiers, c'était le docteur Maurice Bernier, Georges de Schlaver, qui était un avocat international et spécialiste du droit international, Gabriel Marcel, le philosophe. Ensuite, à l'occasion de démission ou de décès, par exemple, Bernier a démissionné un jour où malheureusement il s'est senti visé par le fait qu'on insistait sur la nécessité d'être orthodoxe pour être parfaitement théologien. Et ça l'a vivement choqué. Après 10 années de présence, d'assiduité à l'Institut, il a quitté au grand désespoir du pérographe. Jean Balzon, qui a été le fondateur de la revue Contact, Jacques Madoul, Jean-Joseph Bernard, qui était polytechnicien, Gérard Cordonnier, dont parlait Monseigneur Germain tout à l'heure, Théodore Monod, Henri Corbin, Yegor Reznikov. Il y en a eu d'autres après, Pasteur Sigvald. Eh bien, voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur l'histoire de l'Institut. Il est évident que on aurait pu insister sur d'autres aspects, mais je crois que il y a un moment où il faut conclure, et la conclusion qui est intéressante, elle est donnée dans un rapport sur l'Institut orthodoxe français qui date de 1951. Dans cette période-là, il y avait eu 59 étudiants réguliers qui avaient poursuivi des études de théologie. Il se délimite au point de vue de la nationalité de la manière suivante: 30 Français, parmi lesquels 8 d'origine russe, 5 Hollandais, 4 Russes, dont 2 sujets soviétiques et 2 émigrés, 3 Roumains, 3 Lettons, 3 Grecs, tous d'origine russe, 2 Anglais, 2 Serbes, 1 Allemand, 1 Américain, 1 Belge, 1 Bulgare, 1 Suisse, 1 Syrien, 1 Hongrois. 3 avaient reçu la licence de théologie. Pour avoir la licence de théologie, il fallait avoir à la fois accompli les 3 années d'études complètes et soutenu un mémoire. Autrement, on n'avait droit qu'à un certificat de fin d'études. Donc les 3 qui avaient reçu la licence étaient Dimitri Kontia, Paul L'Huillier et Néophyte Miksouk. 6 ont terminé des études de licence en attendant de préparer des thèses. Et il y avait également des théologiens de la faculté protestante qui avaient fait à l'Institut une année complémentaire, des anciens prêtres romains qui ont complété leur connaissance à l'Institut et sont entrés dans le clergé. 7 étudiants en tant que prêtres, sous-diacres, 3 lecteurs, d'autres ont exprimé le désir d'être ordonnés. Donc l'Institut pouvait dire au moment de son jubilé qu'il avait, en dépit de toutes les difficultés matérielles sur lesquelles je ne suis pas entré, bien rempli sa mission. Merci.